Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui on va parler de Tesla, et oui, encore une fois, et il y a pas mal de choses qui se préparent, qui sont vraiment intéressantes et d'autres plus inquiétantes, mais surtout l'Europe sera vraiment au centre des prochaines nouveautés de Tesla. Allez, décryptage. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette vidéo, vous vous rendez peut-être compte que le décor est un tout petit peu différent, mais c'est pas lié au décor, c'est lié à la caméra, parce que j'avais une caméra qui m'avait lâché il y a quelques temps et j'ai décidé de la changer. Voilà, donc je fais des tests et surtout j'ai pris une caméra compatible avec les DJI Mini Mic que j'utilise. Et ça nous permettra d'avoir un meilleur son, entre autres en extérieur, ou de faire des interviews lorsque je ne peux pas utiliser mon téléphone. Deuxième chose, j'ai décidé de préparer mes vidéos un petit peu différemment, donc plus avec des notes. Et donc forcément, je ne scripte plus tout pour gagner du temps. Pourquoi j'ai besoin de gagner du temps? Parce que je vous prépare toute une série de vidéos très intéressantes sur la conception des voitures, entre autres les décisions stratégiques, etc. Et si tout va bien, la première sort vendredi. Dernier point avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment remercier encore verbalement tous les contributeurs à la chaîne, que ce soit sur YouTube, que ce soit par Tipeee ou Paypal. Vous m'aidez beaucoup. En fonction des plateformes, ce n'est pas évident pour moi de vous remercier personnellement. Donc voilà, je le fais par cette vidéo et encore un grand merci. Et merci aux sponsors. Il y aura de nouveaux sponsors bientôt. Sachant que vous en avez déjà vu un par rapport à Encharge, dont j'ai sorti la vidéo hier. Et il y en aura d'autres nouveaux qui ne seront pas forcément dans l'écosystème de la voiture électrique. Toutefois, il y a certains sponsoring anciens qui aujourd'hui finalement sont un petit peu au point mort. Et entre autres pour le réseau de recharge. Donc si vous êtes opérateur de recharge et que vous avez envie de faire un partenariat, je l'étudierai avec grande attention parce que dans l'avenir, je compte vraiment faire des vidéos hors des superchargeurs et hors de l'écosystème Tesla. Je cherche des partenaires, je cherche des gens qui seraient capables de me présenter la manière de fonctionner d'un opérateur et surtout de voir à l'intérieur comment ça marche. Je me déplace dans toute la France, voire dans une partie de l'Europe, sans aucun problème, donc n'hésitez pas, si vous êtes opérateur et que vous avez envie de visibilité ou de partager finalement la vision qu'on peut avoir ici au Choucroute Garage de la mobilité électrique, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition. Ceci étant dit, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais revenir à mes petites notes. On va commencer par le nouveau modèle abordable de chez Tesla. Puisque il est en train de faire le buzz, et c'est normal puisque c'est le prochain véhicule qui va sortir chez Tesla. Et on a plus d'informations. Alors, ce que je vais vous dire, vous l'avez peut-être vu dans d'autres médias, mais j'ai des choses supplémentaires à vous donner. Premièrement, donc, la base du véhicule. Il est clair que la coque sera un modèle Y, probablement avec un gigacasting arrière seulement. Je vous en avais déjà exposé les raisons, c'est qu'industriellement, pour ne pas augmenter le parc de machines, Tesla a préféré rester sur une base de un seul gigacasting, que ce soit pour le modèle Y, ou maintenant, je pense, pour le nouveau modèle. Il y aura pas mal de choses qui vont disparaître, et certaines, franchement, me font plaisir. Et c'est entre autres le toit panoramique. Il y a quelques années, en 2020 ou 2021, j'avais fait un reportage sur une Model S de 550 000 km, qui est d'ailleurs une des vidéos qui a le plus été vue sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que pendant cet essai, je me suis rendu compte à quel point le toit en verre représentait une source de bruit. Quand on est allé faire un tour dans la voiture avec mon ami Stéphane, je me suis rendu compte que la voiture était beaucoup plus silencieuse. Franchement, beaucoup plus silencieuse. Et je vous prépare d'ailleurs une vidéo où je vais faire un essai avec ma voiture en essayant d'occulter en fait ce toit en verre dans le but d'isoler déjà
pour les chiens, parce que je vous expliquerai aussi, il y a une problématique par rapport à ça, mais surtout pour voir ce que ça donne en termes de bruit, puisqu'en termes de température, c'est plutôt bien fait sur la Model S. Toujours est-il que sur le Model Y à poil, eh ben, il n'y aura pas de toit panoramique et ça me fait plutôt plaisir. En revanche, ce qui sera un peu moins bien, c'est que d'après les prototypes qu'on a vus, il n'y a pas de vitre surteintée à l'arrière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut régler assez facilement. Je l'ai fait sur ma S, un coup de film, et c'est bon. Par contre, il est aussi probable qu'il n'y ait pas de verre acoustique, donc que la voiture soit un peu plus bruyante. Maintenant, soit dit en passant, même une Model 3 sans verre acoustique n'est pas si bruyante que ça, hein. Si on le compare à d'autres véhicules, surtout thermiques ou hybrides, franchement, c'est vraiment pas problématique. Ensuite, sur le prototype, on a également vu des sièges non ventilés, à savoir des sièges en vinyle non ventilés. Et ça, j'espère que ça n'arrivera pas en série, tout simplement parce que le vinyle non ventilé, moi je connais, encore une fois avec ma S, et au niveau expérience, c'est pas génial. En hiver, c'est froid, en été, c'est plutôt chaud, et finalement, passer au tissu serait vraiment, à mon sens, le chemin à prendre pour obtenir une meilleure qualité de vie à bord de la voiture. On va conserver certaines choses et d'autres vont disparaître. Et en particulier, on va garder l'écran tel qu'il est aujourd'hui, avec l'interface telle qu'elle est, ça c'est pas un souci. On va garder le volant avec ses boutons, on va garder le commodo de clignotant simplifié du Model Y Juniper. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose, mais bon, ça, on va le garder. En revanche, Tesla a simplifié la console centrale pour avoir moins de pièces mobiles. À la place de la partie fermée de la console du Model Y actuel, où il y a des pièces mobiles, etc., ça a été très simplifié à la mode Cybertruck ou des premières Model S. Donc on va avoir une simplification et une économie importante à ce niveau parce qu'il y aura beaucoup moins de pièces. Passons maintenant à l'extérieur, et là il y a des choses intéressantes. Premièrement, la signature lumineuse à la Cybercab va disparaître et sera remplacée par deux feux séparés qui seront à peu près à la hauteur de la signature lumineuse, qui ne seront pas aussi gros que ceux de l'ancien modèle, mais qui finalement seront des feux simplifiés. Je pense d'ailleurs que les Matrix LED passeront à la trappe à ce moment-là, puisqu'il faut que l'optique soit le moins cher possible, vu qu'il sera spécifique à ce modèle. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est la manière de faire l'exécution. Et si on y regarde bien, en gardant les ailes, le capot tels qu'ils sont, il suffit de changer le pare-choc pour obtenir un look différent, moins cher, et pour supprimer finalement toute la complexité qu'on va trouver dans le pare-choc avant. Avec cette simplification esthétique, on aura quelque chose qui ressemblera plus à la Model 3 Highland. On pourra conserver la caméra avant, puisque ça coûte pas très cher à mettre en œuvre. Par contre, la simplification du pare-choc en lui-même va rendre la pièce beaucoup moins chère et l'assemblage beaucoup plus rapide et plus facile. Donc, ça va faire des grosses économies. Et l'arrière, on est exactement dans le même cas. Et là, je dois dire que les ingénieurs de Tesla ont été assez futés pour l'arrière. Parce que quand on a vu le Model Y Juniper avec le nouveau haillon, on s'est rendu compte qu'il y avait une pièce en polymère, une pièce en plastique. Cette pièce, c'était soi-disant pour faciliter les réparations. En fait, cette pièce était surtout là pour permettre de mettre plusieurs arrières avec une même pièce emboutie. Du coup, je pense que l'arrière sera tout simplement des feux de Model 3 Highland avec une pièce en plastique différente. Encore une fois, ce sera une simplification, une économie, et en utilisant finalement les pièces du Model Y sans les modifier. Et ça, c'est intelligent. Je pense que le pare-choc arrière sera aussi simplifié. Enfin, je vais terminer sur ce Model Y moins cher par une chose qui a été repérée sur les prototypes. La voiture est équipée de pneus de 18 pouces. Ce qui veut dire que, les freins seront un petit peu plus petits, et à mon avis c'est lié au fait que la voiture sera un peu plus légère. Deuxièmement, il est probable que si la structure générale du véhicule sera celle du Model Y, raccourci ou pas, j'en sais rien, peut-être. En revanche, les suspensions
Et le système de freinage, la direction, etc. sera plutôt sourcé au niveau du modèle 3. Cela permettra de faire des économies et surtout de s'adapter à une taille plus petite et un poids plus léger. Autrement dit, Tesla va utiliser les pièces adaptées à ce nouveau modèle, mais sans en développer de nouvelles puisqu'ils vont piocher dans leur stock de pièces déjà existants. Franchement, tout ça, c'est vraiment intéressant et j'attends avec impatience de voir cette voiture et de pouvoir l'essayer. Pour être sincère, j'attends la présentation et j'aurais bien placé une commande dessus. En revanche, il y a autre chose qui me dissuade de le faire pour l'instant. Tout ce que je vais vous dire maintenant est basé sur les indiscrétions qu'a lâché Lars Moravy. Il a été interviewé lors du X Takeover, qui est l'ancien Tesla Takeover. C'est finalement l'événement en Californie des passionnés de Tesla, SpaceX et globalement des entreprises d'Elon Musk. Lars a été invité, il a parlé de choses très intéressantes, mais en particulier, il a parlé du Cybertruck. Un des intervieweurs a posé la question suivante. Est-ce que Tesla va faire un plus petit Cybertruck ? Et Lars n'a pas vraiment répondu totalement à la question en ne citant pas le Cybertruck, mais bien un pick-up. Il a fait la déclaration suivante. La conduite autonome, c'est bien pour déplacer les gens, mais ça peut aussi servir à déplacer des marchandises. Et dans cette optique-là, avoir un utilitaire plus petit, et il a utilisé le terme pick-up, avoir un utilitaire plus petit, ça a du sens. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils vont réduire la taille du Cybertruck ? Personnellement, je n'y crois pas. Et voici pourquoi. Premièrement, le Cybertruck a permis à Tesla d'acquérir une expérience. Et surtout, a permis de comprendre que l'acier inoxydable, c'était probablement pas un bon choix. Autant le Cybertruck a une gueule phénoménale, autant finalement cette histoire de pliage, de collage, etc., ça leur a posé plus de soucis qu'autre chose. D'ailleurs, en tant que véhicule super costaud, il y a moyen de faire mieux, avec moins cher, et surtout en s'évitant tous les problèmes de qualité qu'a le Cybertruck. En revanche, le Cybertruck, lui, a permis de développer l'architecture 48 volts, a permis d'avoir une nouvelle architecture 800 volts au niveau du véhicule, et ça, je pense que Tesla voudra le réutiliser. Seulement, il ne l'utilisera pas avec la structure du Cybertruck. Et là, encore une fois, on peut penser au modèle Y. Parce que ce modèle Y, aujourd'hui, il est capable de faire énormément de choses. On peut en faire un véhicule plus grand, comme l'a montré le modèle YL, mais on peut en faire aussi un véhicule plus petit, comme va probablement le démontrer le véhicule qui va sortir en septembre. Ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, c'est de faire un Cybertruck plus petit, pas forcément en inox, mais en gardant les formes générales et les volumes du Cybertruck, pourrait avoir du sens. Et surtout, ce serait réalisable sur une plateforme de Y, tout en conservant la direction électrique, tout en conservant le système 48 volts, les moteurs 800 volts, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut intégrer dans la plateforme actuelle du Y. Bien entendu, la conduite autonome sera de rigueur. Même si personnellement, je suis pas fan vu de l'extérieur, puisque j'ai jamais eu l'occasion de la tester, et j'espère bien que quand elle arrivera en Europe, je puisse l'essayer. Il est clair que, voilà, aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ce type de véhicule. Du coup, voilà pourquoi, moi, le modèle Y à poil m'intéresse un tout petit peu moins, et je suis plus vers une idée de prendre un Cybertruck version européenne, ou en tout cas un pick-up Tesla version européenne. Voilà. D'ailleurs, je suis également ce qui se passe chez Ford, puisque le Ranger électrique va aussi arriver, qui sera très intéressant à mon avis. C'est qu'une approche différente, mais les approches peuvent se défendre l'une et l'autre. Ça, c'est pour les modèles qu'on pourrait voir arriver en Europe. Maintenant, il y a encore un modèle qu'on connaît même que trop bien, c'est le Roadster. Et bien entendu, il y a eu des questions sur le Roadster qui, finalement, ont été un peu à la fois gênantes et pas. Lars a confirmé que la présentation exceptionnelle que nous tease Elon Musk, eh bien, concernera au moins en partie
le Roadster 2. Donc, on sait que le Roadster 2, septembre, octobre, on va beaucoup en entendre parler et peut-être même qu'on va enfin voir la version définitive avec peut-être une annonce du début de la production. Parce que ça bouge beaucoup dans les usines Tesla et depuis quelques mois, la sécurité autour des usines Tesla et en particulier celle d'Austin a été renforcée. Donc les vols de drones sont plus ou moins interdits. Enfin, ça devient un petit peu plus touchy d'avoir des infos aussi bien autour de Berlin qu'autour d'Austin. Mis à part le fait qu'il sera complètement ébouriffant, et ça j'en doute pas, on a pu tirer deux choses de Lars. La première, c'est que le SpaceX Package existera bien, et qu'il a été développé avec les ingénieurs de SpaceX. Donc, ouais, ça devrait être marrant. Par contre, il y a une deuxième chose qui est complètement passée inaperçue dans les médias. Lars a déclaré que le Roadster serait la dernière Tesla qui serait conçue pour être conduite. Dans son idée, et je pense celle d'Elon Musk, le fait d'avoir une voiture qu'on puisse conduire nous-mêmes dans les décennies à venir sera un luxe. Et le luxe ultime pour eux, ce sera d'avoir ce Roadster. En l'occurrence, je pense que Tesla va pas totalement abandonner le fait d'avoir des voitures qui sont conduites. En revanche, ce qui est sûr, c'est que toutes les Tesla qui vont sortir dans le futur seront avant tout conçues pour être des voitures autonomes. La conduite en soi sera secondaire. Je sais pas si ça vous hype, mais moi, moyen, parce que j'aime trop conduire et j'aime bien avoir ma petite indépendance. Maintenant, c'est à voir, c'est à tester, c'est à expérimenter. En tout cas, pour cet automne, on va avoir probablement pas mal de choses à dire. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Je vous prépare un gros épisode pour vendredi, donc avec de la technique et de la stratégie industrielle, commerciale et technologique. Pour vous teaser un peu, on va parler du choix d'une architecture, d'une tension d'architecture, et pourquoi on choisit du 400 volts ou du 800 volts dans une voiture. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.